dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 20 mars. La curiosité pour une campagne présidentielle s'aiguise normalement 2 à 3 semaines avant le jour J. C'est habituellement la période à laquelle l'électorat se cristallise, les dynamiques se précisent. Mais dans cette campagne, rien ne se passe comme prévu. Nous sommes à 3 semaines du premier tour. 2 semaines plus tard, on saura si Emmanuel Macron se succède à lui-même ou si la Ve République aura un 9e président. D'ici là, nous croisons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique. Avec ce soir Rachel Binas, vous êtes journaliste politique indépendante. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Elisabeth Pinault, journaliste à l'agence Reuters, correspondante à l'Élysée et à Matignon. Première question, quelle séquence vous retenez de cette semaine politique ? Je pense que c'est la conférence de presse du candidat président-candidat Emmanuel Macron, jeudi, à laquelle j'ai assisté. On va avoir l'occasion d'y revenir, et vous ? Une tendance plus qu'une séquence, c'est le thème justement de la Russie et de l'Ukraine qui s'impose et qui est donc le sujet du grand oral de cette campagne ou de cette non-campagne. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on va aborder, mais je vous propose qu'on passe en revue cette semaine en campagne. Le résumé est signé Oumi Diallo. Après le vrai-faux président-candidat, cette semaine, place au vrai-faux débat. Lundi, dans l'émission La France face à la guerre, diffusée sur TF1, seuls 8 candidats sur les 12 officiels ont été invités. Excitent donc le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, les anticapitalistes Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, et l'inénarrable député centre-droit des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, très en colère. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand la première chaîne d'information de France vous méprise à ce point, sans un mot, et que vous avez des journalistes aussi lâches que nous le sommes, qui prennent un tel plaisir à s'esbaudir, à jouer au plus beau, eh bien moi, ça me donne envie de dégueuler. Après les journalistes, Jean Lassalle fustige le président, Monsieur le candidat. Emmanuel Macron, représentant majeur de la finance à ses yeux. Mais il en faut plus pour atteindre le chef de l'État. Car entre 2 coups de fil à Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, Emmanuel Macron reprend tous les codes du chef de guerre dans sa communication. Sweatshirt des forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace, mal rasé, le visage apparemment creusé par des nuits blanches. Une charge qui ne l'a pas empêché d'enfin dévoiler les grands axes de son projet. Près de 5 heures de conférence de presse avec un maître mot, réformer. Nous continuerons les réformes de l'assurance chômage pour l'adapter à la conjoncture. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. La réforme que je souhaite mener, c'est de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Le lendemain, en meeting dans le sud de la France, Valérie Pécresse contre-attaque. Alors oui, Monsieur Macron va faire la réforme des retraites jusqu'à 65 ans. Mais qui a eu le courage de le dire ? C'est nous. Ce président caméléon, qui dit à tout le monde ce qu'il a envie d'entendre. Qui peut le croire ? Eh bien, à en croire les derniers sondages, 29% des électeurs, pendant que Valérie Pécresse, elle, dégringole à 11% d'intention de vote. La candidate LR décroche donc du peloton de tête. Il va falloir travailler plus, dépenser mieux et moins l'argent public. Un discours plus ou moins clair qui lui vaut d'être dépassé par sa gauche, par Jean-Luc Mélenchon, qui continue sa progression et tacle lui aussi Emmanuel Macron lors d'un meeting en faveur de la 6e République. Monsieur Macron a annoncé fort et clair son programme. Alors, oui, ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus. Mais à 3 semaines du premier tour, Monsieur le candidat. se place en maître des horloges et affiche une longueur d'avance sur ses concurrents. Bonjour. Bonne course. On est quand même le plus beau pays du monde. Allez, à la semaine prochaine. Bon, on va reprendre tout ça. Elisabeth Pinault, vous avez assisté à cette conférence de presse devant 300 journalistes, des représentants de la presse internationale. Est-ce que Emmanuel Macron était convaincant ? En tout cas, il était lui-même. Je pense qu'il était assez à l'aise. Il était sur une ligne. Il a gardé sa ligne, c'est ce qu'on peut dire. Il est vraiment. Il a proposé un programme complètement dans la continuité du quinquennat finissant. Et c'est un programme de droite ou de gauche ? Il a dit qu'il s'en fichait royalement, totalement, présidentiellement. Mais quand on décrypte,
Quand on décrypte, c'est dans la continuité, donc plutôt de droite. D'ailleurs, Valérie Pécresse crie au pillage. Donc il y a bien... mais il y a quelques mesures de gauche. Enfin, on peut peut-être pas développer là, mais enfin, quand même, le versement à la source des droits sociaux, je pense que ça peut être une mesure quand même qui peut être considérée de gauche. Alors, de droite ou de gauche? Programme plutôt de droite, mais en effet qui fait partie de son ADN, hein, une droite libérale, notamment d'un point de vue économique. Les petites nuances qu'on pourrait apporter, si on le compare au candidat de 2017, c'est qu'il a dû, du fait de l'actualité et du contexte international, prendre conscience et acter le retour du tragique des manuels scolaires d'histoire. Et l'histoire, dans ce programme, remplace le sociétal. Donc ça, on va dire que c'est la différence entre 2022 et 2017. C'est ce retour du tragique que l'on acte, sachant que la première chose qu'il développe dans son programme, c'est notamment l'aspect armée, sécurité, défense, et puis souveraineté alimentaire énergétique. Mais alors justement, c'était le président ou le candidat qui était plus présent? Oh, voilà, je pense que c'était quand même vraiment le candidat. Il aurait pu développer à l'infini sur l'Ukraine, qui est quand même le drame qui nous affecte tous et qui occupe une majeure partie de son temps. Mais il s'est quand même concentré sur son programme avec des chiffres, des mesures, l'école, le travail, la fin de vie. C'était quand même le candidat qui parlait, de mon point de vue. Ses concurrents lui reprochent de ne pas vraiment faire campagne. Est-ce qu'ils ont raison? C'est le propre de tous les présidents sortants. Il y a fort à parier qu'à leur place, ils auraient fait la même chose. C'est-à-dire, en effet, on reste le pater familias, on descend dans l'arène qu'au dernier moment. On refuse très souvent les débats, du moins avant le second tour. Donc, enfiler le maillot de toute façon de candidat, c'est courir des risques, c'est devoir défendre un bilan. Et de manière générale, quand les présidents sortants peuvent l'éviter, ils le font. Et c'est d'autant plus facile dans son cas qu'il est le grand favori des intentions de vote dans les sondages. Ça veut dire quoi, que ses concurrents n'ont pas de prise sur lui? Disons pour l'instant, déjà, c'est une campagne qui ne commençait pas parce qu'il manquait l'acteur principal. Donc depuis quelques jours, il y a l'acteur principal. On peut enfin débattre. Mais il refuse les débats, disant que ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Donc c'est très difficile de faire projet contre projet. Donc c'est vrai qu'il a la main sur le débat. C'est le maître les horloges. Il continue sur cette lignée. Et d'ailleurs, on voit, c'est lui qui décide. Un jour, il est président, le lendemain, il est candidat, il fait un meeting, ensuite, il reçoit des chefs d'État. C'est lui qui donne le tempo. C'est vrai qu'il a vraiment l'avantage est au sortant. Face à lui, qui est le plus présidentiable? Alors, on va dire sans mépriser... Je ne parle pas de sondage, d'ailleurs, je parle vraiment de campagne. Alors, les sondages, quand même, à ce stade des choses, même s'ils n'ont pas de valeur prédictive, ils nous indiquent, ils donnent une température qui va quand même se rapprocher du résultat final, puisqu'on est grosso modo à 20 jours de la date butoir. On va dire que il y a bien sûr Marine Le Pen qui fait office justement d'adversaire redoutable pour le moment. Alors Valérie Pécresse a pris un toboggan, puisqu'elle ne cesse de baisser dans les sondages, mais ça ne serait pas non plus folklorique, farfelu de penser qu'elle puisse atteindre le second tour. Et puis Mélenchon pourrait être également cette surprise à gauche avec l'idée d'un vote efficace à gauche qui met en avant. La guerre en Ukraine, elle est là, vous l'évoquiez. Est-ce que l'effet guerre, quand même, s'estompe un petit peu cette semaine? Je pense l'effet quand même drapeau, comme on l'appelle aussi. Oui, les nouvelles sont tellement dramatiques, je pense que ça ne peut pas s'estomper. Non, je pense qu'il se passe des choses tellement graves. Moi, je n'ai pas du tout cette impression, non. En tout cas, je pense qu'il y avait la sidération au départ. Maintenant, ça s'installe dans un drame quotidien. Je pense qu'on est effrayés tous les matins par ce qui s'est passé dans la nuit. Alors évidemment, Macron, chef de guerre, qui prévalait au début, ça peut-être ça s'estompe un peu, mais je pense que la guerre reste quand même l'élément le plus fort dans les vies, et il y a cet effet de sidération. Est-ce que ça a fait basculer des candidats? Je pense par exemple à Éric Zemmour. Oui, alors tout à fait, parce que on en vient non pas à demander le bilan maintenant de Macron sur justement sa mandature, mais plutôt à demander aux autres, mais quelles sont votre opposition, quels sont vos liens avec la Russie? Et à ce jeu-là, force est de constater que Zemmour marche sur des œufs, et c'est extrêmement compliqué. À cela s'ajoute le fait que ce conflit, même si la France en tant que telle n'est pas en guerre, mais il a des répercussions, notamment économiques, très fortes sur les Français. Donc il est normal qu'il reste à l'agenda.
Justement, le pouvoir d'achat et la guerre a des conséquences sur les prix. Les questions économiques et sociales restent prioritaires pour les Français. Pour soutenir le pouvoir d'achat, les programmes des candidats regorgent de propositions. Un point commun, il faut augmenter les salaires, mais les recettes ne sont pas les mêmes. Oui, en effet, on peut noter à ce sujet que Marine Le Pen a toujours mis le pouvoir d'achat en premier. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est encore vraiment dans le jeu. Alors que Éric Zemmour essayait d'imposer sécurité, immigration, eh bien là, ça ne prend plus. Avec la guerre, le pouvoir d'achat, les prix de l'énergie, Marine Le Pen avait fait le bon choix. Et puis ensuite, les candidats de gauche, que ce soit Fabien Roussel, le communiste, ou Jean-Luc Mélenchon, ils proposent vraiment des hausses de salaire, des hausses du SMIC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui incarne en fait le pouvoir d'achat plutôt que la gauche ? Je rejoins ce que disait Elisabeth Pinault, en effet, et c'est aussi pour ça qu'elle a un vote ouvrier, c'est qu'elle a compris, notamment, c'est issu de la stratégie Philippot, en fait, qui est encore prégnant. Je parlais de la stratégie au sein du parti. Elle a compris que c'était une préoccupation essentielle, et notamment des classes les moins favorisées. Alors, vous me direz, c'est aussi celles qui se mobilisent le moins pour aller voter, mais le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités, reste l'une des préoccupations majeures des Français au présidentiel. Ça ne date pas de celle-ci d'ailleurs. Mais peut-être plus cette fois quand même ? Avec les prix qui augmentent, avec cette inflation qui touche tous les Français depuis quelques mois. Avec notamment la situation, bien sûr, ukrainienne, le prix de l'énergie, la question, encore une fois, qui est déterminante de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est des choses qui ont des répercussions directes chez les Français. Alors, on va continuer à parler pouvoir d'achat et inégalité. Gilles Poux, bonsoir. Vous êtes le maire PCF de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. C'est le département le plus pauvre de France métropolitaine. Dimanche dernier, avec Thomas Porcher, membre du collectif Les Économistes Atterrés, vous avez listé plusieurs propositions pour plus d'égalité dans les territoires. Est-ce que vous avez appelé les candidats à la présidentielle à s'exprimer sur cette question ? Est-ce que vous avez des retours ? Oui, on commence à avoir des retours. On a des retours de Jean-Luc Mélenchon, on a des retours de Fabien Roussel. On a Jean-Luc Jadot qui nous a dit qu'il ne souhaitait pas répondre, malheureusement. Peut-être par manque de temps, je n'en sais rien. J'espère qu'on aura un retour d'Emmanuel Macron. Et puis, peut-être de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous demandez, en fait ? Moi, ce que je souhaite, à travers cette interpellation, c'est dire à tous ces candidats, à tous les candidats à cette présidentielle, que ces couches populaires qui sont ces premiers de cordée, ces premiers de corvée, suivant comme on veut les appeler, et qui sont aussi l'avenir de la République, parce que dans ces territoires, c'est là où il y a la jeunesse de notre pays, c'est quels moyens ils vont pouvoir disposer dans la République qui va se construire demain, en termes de politique publique, de politique de droit commun, de manière à ce qu'on puisse revenir dans un monde où les couches populaires puissent de nouveau avoir des perspectives d'émancipation. Vous écrivez « On ne vit pas à La Courneuve comme on vit ailleurs ». Comment vit-on dans votre commune ? À La Courneuve, on vit plus mal qu'ailleurs, proportionnellement, quand 43% de la population vit sous le seuil de pauvreté, quand on a une mortalité qui est la même que celle que la France connaissait dans les années 70, c'est dire que ces questions d'inégalité ont des répercussions terribles. Et donc, il faudra bien qu'à un moment donné, on arrive à faire en sorte que ces inégalités, on les corrige dans un des pays les plus riches du monde. Et c'est cette interpellation que je veux porter, y compris pour que ces couches populaires à La Courneuve, mais ailleurs, c'est vrai aussi à Aubervilliers, c'est vrai aussi à Grigny, avec l'appel pour un forum des solutions que porte mon ami Philippe Rio, pour que ces populaires s'investissent et pèsent sur les résultats et imposent des politiques qui soient Est-ce que c'est Marine Le Pen qui a le mieux compris ces problématiques ? Je ne pense pas, parce qu'au fond, Marine Le Pen, elle nous fait un tour, de mon point de vue, d'un petit peu d'arnaque, en prenant le pouvoir d'achat, mais sans dire où elle va aller chercher l'argent. C'est-à-dire qu'elle ne veut toujours pas toucher aux riches. Et à un moment donné, si on veut répondre aux défis de notre société, et notamment des couches populaires, il va falloir répartir l'argent autrement. Mais les couches populaires, pardonnez-moi, les couches populaires, c'est son électorat notamment. C'est peut-être son électorat, et c'est pour ça qu'il faut mener le débat. Mais pour autant, elle ne dit pas où elle va chercher l'argent. Et quand j'entends pas les candidats dire où ils vont chercher l'argent, je me doute qu'on va rester dans les cadres que nous connaissons actuellement. Et si on reste dans ces cadres-là, on n'arrivera pas à solutionner les choses. Il va falloir répartir les richesses qui sont créées de façon plus équitable,
que celles qui ont prévalu toutes ces dernières années, y compris malheureusement dans le dernier quinquennat. Gilles Poux, vous restez encore avec nous. Elisabeth Pinault, là on voit bien que, que la gauche est peut-être un peu dépassée sur ces questions-là. La gauche est hors sol ? La gauche est divisée, éparpillée et un peu perdue. Ça, on l'a bien vu durant cette campagne. Mais avec l'exception Mélenchon, quand même, qui fait que on va voir ce qui peut se passer dans les 3 semaines qui viennent. Beaucoup de choses peuvent évoluer. La gauche populaire a disparu d'une certaine façon ? Je ne dirais pas qu'elle a disparu. C'est pas parce qu'elle est orpheline déjà qu'elle disparaît. On a vu aussi un candidat, je pense là à M. Roussel, qui, il faut se souvenir, aux dernières élections, il n'y avait pas de candidat PC. Le PC est en souffrance depuis des années. Or là, on a un candidat qui est crédité parfois de plus d'intentions de vote que la candidate historique PS. Donc, il y a encore des balbutiements. Rien n'est mort en tant que tel. Mais en effet, elle apparaît fragmentée et on peut en fait distinguer 2 gauches. Une gauche assez universaliste, attachée à la laïcité, et puis une autre gauche qui, elle, a fait le choix de la défense des minorités envers et contre tout. Et c'est aujourd'hui ces 2 gauches-là qui semblent irréconciliables. Moi, j'étais au meeting de Fabien Roussel à Valenciennes, dans le Nord, mardi soir, et je peux vous dire que les militants communistes existent encore, avec une internationale à la fin, avec des militants qui ont à cœur de vaincre l'extrême droite. Il y a encore vraiment quelque chose de chevillé au corps. Ça n'a pas disparu, non, la gauche populaire. Gilles Poux, vous êtes maire communiste, sans doute que vous allez soutenir votre candidat, mais si d'aventure cette dynamique Jean-Luc Mélenchon se poursuivait, est-ce que vous pourriez voter pour lui ? Oui. Personnellement, moi, j'ai même fait mon choix. Je pense qu'il faut qu'on crée les conditions que Jean-Luc Mélenchon puisse incarner ce débat au 2e tour entre le président sortant et proposer une alternative à gauche. Et aujourd'hui, très clairement, c'est le seul candidat qui est capable de bousculer la donne. Voilà, et moi, je suis plutôt favorable à ce que on ait cette dynamique qui continue à se nourrir telle qu'on peut le voir aujourd'hui. Merci Gilles Poux d'avoir été avec nous. On termine, nous, ici en plateau, pour conclure avec cette question. C'est peut-être celle de la semaine. Les Français iront-ils aux urnes ? Selon plusieurs sondages, le risque d'abstention est très élevé. Jusqu'à 1 électeur sur 3 pourrait faire l'impasse. C'est du jamais vu au niveau d'un scrutin présidentiel. Est-ce que la menace d'une abstention est à prendre au sérieux ? Tout à fait. Tout à fait. C'est le cas depuis, quand on regarde les dernières élections, à chaque fois cette abstention est quasiment croissante. Or, c'est un rendez-vous politique qui est absolument important et qui, là, risque d'être manqué. S'il est manqué, d'une manière ou d'une autre, les humeurs du peuple, au sens de Machiavel, vont s'épancher d'une manière ou d'une autre. Si elles ne peuvent pas être réglées au travers d'un rendez-vous politique, elles sortiront d'une manière sociale, peut-être un peu plus violente, une mobilisation, par exemple, dans la rue, et qui sera moins contrôlable. Donc, en effet, c'est un sujet absolument majeur. C'est une crainte ? Oui, bien sûr, c'est une crainte et un danger pour la démocratie. On se souvient des abstentions records aux municipales et aux régionales. Ça peut changer le positionnement dans les sondages des candidats ? Mais bien sûr, ça peut changer beaucoup de choses entre les personnes qui ne se sentent représentées par personne, ceux qui se disent Macron est déjà élu, donc c'est pas la peine que j'y aille, les gens de gauche qui ne se sentent représentés par aucun candidat. Et en plus, ce sera, je crois, un peu les vacances scolaires. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Il faut faire très attention. Mais j'ai vu des gens de l'Élysée récemment qui veulent croire quand même à la dynamique de la présidentielle. Ils se disent quand même les Français sont politiques, c'est un peuple politique, ils vont se passionner pour cette élection. Et il reste 3 semaines, on va continuer à en parler sur TV5 Monde. Je rappelle votre livre 12 voyages présidentiels chez Zadig, en attendant d'aller voter au premier tour. Merci beaucoup d'être venue, Elisabeth Pinault, et merci à vous, Rachel Binas. À très bientôt.